Julie. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer tout simplement par te présenter dans les grandes lignes? Avec plaisir. Je m'appelle Julie Gauthier, j'ai 35 ans, je suis née en 1990. J'ai grandi en région parisienne avec deux parents plutôt côté intellectuel, deux professeurs. Et j'ai eu une enfance j'avais tout pour être heureuse dans mon enfance. Pas mal de tourments et de questionnements tout au long de ma vie. Je suis plutôt de ces personnes-là qui sont dans le overthinking, on va dire. Je suis partie à l'étranger quand j'avais 22 ans. Je suis partie vivre aux États-Unis, à San Francisco, pendant 5 ans. J'ai bossé dans la tech, direction marketing et business développement dans des startups dans la tech. Et ensuite, je suis rentrée en France il y a 7 ans et demi. J'ai travaillé pendant toutes ces années dans le conseil, un conseil en stratégie avec une dimension tech et une dimension plus innovation. Et il y a 2 ans, j'ai fait un burn-out, dont on parlera, j'imagine, un petit peu plus tard. Et gros questionnement sur le sens. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être bien ressortie de ce moment difficile et de faire des choses qui ont plus de sens, à la fois dans le côté carrière et dans le côté vie perso. Euh, je voudrais revenir un peu en arrière sur ton passage entre l'adolescence et l'adolescence, donc la vie de jeune femme. Est-ce que dès ce moment-là, il y avait des troubles ou c'est vraiment un passage que tu n'as pas eu de difficulté à gérer? J'ai eu des troubles à peu près de manière assez récurrente tout le temps. Quand j'avais 8 ans, mes parents m'ont emmené voir une psy spécialisée pour les enfants surdoués pour vérifier si j'étais surdouée ou débile, à peu près. Donc ça a commencé assez tôt. J'étais une enfant plutôt compliquée, difficile. Ils ne savaient pas trop comment me gérer. J'avais beaucoup d'hyperactivité. J'étais très en avance, mais en même temps, j'avais beaucoup de mal à rester concentrée dans mes classes. Et après l'adolescence, ça a été assez dur parce que j'ai vécu à la fois la dimension d'être en décalage avec les gens de mes classes et de mes années, et un cancer assez difficile à gérer de ma mère quand j'avais 14 ans. Donc ça a rendu le lycée assez difficile. Ouais. Mais il n'y avait pas encore de troubles de santé à ce moment-là chez toi. Euh, Santé, non, juste rapport troubles alimentaires comme beaucoup de filles de mon âge à l'époque, où on essaie de ressembler aux codes qu'on connaît de la société à cette époque-là. Et donc, on tombe assez vite dans des schémas alimentaires où on mange trop, où on mange pas assez, où on se restreint de manger, quoi. Et, ces troubles-là se sont résolus déjà tout seuls, un peu plus tard, ou tu as dû travailler là-dessus, en fait? J'ai dû travailler là-dessus beaucoup. Je pense que j'avais un rapport émotionnel avec la nourriture que j'ai encore un petit peu, j'ai encore un petit peu des relents aujourd'hui, même si j'ai vraiment traité la partie crise et cette partie-là s'est bien arrêtée. Mais non, c'est un truc qui m'a suivi pendant une vingtaine d'années. Et donc, 22 ans, tu pars aux États-Unis, ce qui est assez jeune finalement pour quitter le nid, entre guillemets. Et tu as déjà une ouverture sur tout ce qui est la santé, parce qu'en France, on est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis sur tout ce qui est, on va dire, le développement personnel, la santé. Mm. Est-ce que tu avais déjà une ouverture quand tu es arrivé là-bas, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as acquis parce que San Francisco, tech, etc., etc.? Moi, je l'ai acquis beaucoup plus tard. Non, aucune connaissance de ma santé. Je voyais une gynéco une fois tous les 2 ans, entre mes 16 et mes 22 ans. J'avais pas de connaissance ni de mon corps, ni de tous les aspects de la santé autour de ça. Non, absolument pas. Ça s'est développé beaucoup plus tard. Et quand on avait parlé un peu off micro, tu m'as parlé de syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce que ça a commencé à ce moment-là? Est-ce que c'était quelque chose de très typique et le diagnostic a été très facile? Ou est-ce qu'il y a eu un parcours aussi à travers Alors, ça a été hyper tard. Le syndrome des ovaires polykystiques, je l'ai découvert à l'âge de 30 ans, 31 ans, quand je suis rentrée en France. J'ai commencé je me suis mise en couple pendant suffisamment longtemps pour commencer à se poser la question d'une fertilité. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait des tests et que mon gynéco, au détour d'une discussion, me dit Oh, vous avez le syndrome des ovaires polykystiques. Il n'y a pas vraiment de traitement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais bon, c'est pas grave parce que le jour où vous voudrez avoir des enfants, vous ferez une FIV et ça se passera très bien.
Ça, c'est la manière dont j'ai découvert le SOPK. Et, euh, et c'est en creusant après que j'ai commencé à me cultiver sur le sujet. Mais c'était bien, bien plus tard. Donc, je vais peut-être juste, pour celles qui ne sont pas au courant de ce que c'est que le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un syndrome qui fait que les ovaires travaillent un peu trop, mais pas de façon correcte. Donc, ils ont du mal à maturer les ovocytes. Et en général, chez les jeunes femmes qui ont ce syndrome, on observe 3 signes: des cycles irréguliers. Donc, je ne savais pas où tu nous dirais si tu avais, c'est-à-dire des absences de règles, puisqu'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de règles. La deuxième signe, c'est que les ovaires ont plein de petits kystes, mais qui sont en fait des follicules qui n'arrivent pas à maturer. Donc, c'est des ovaires qui sont microkystiques. Et le troisième signe, c'est des signes d'hyperandrogénie, donc un peu trop d'hormones masculines. Et ça peut être de l'hirsutisme, c'est-à-dire des poils qui poussent un peu n'importe où. Ça peut être la perte des cheveux. Ça peut être la prise de poids de type masculine. Et, est-ce que tu avais ces signes-là ou est-ce que finalement c'était très frustre? Parce que souvent l'ignorance diagnostique est due au fait que les signes sont assez frustres. Bah déjà, je découvre quelques éléments Mhm. de de ce que tu me dis. Alors, j'avais un implant pendant longtemps, donc l'absence Mhm. de règles, ça Ça le paraissait masque complètement. complètement normal. J'ai les troisièmes symptômes dont tu me parles, je les ai pas du tout vus. J'ai jamais eu de poils qui sont arrivés, de prise de poids. J'ai eu des prises de poids qui sont arrivées, mais que je voyais plus comme des yo-yo de par mon alimentation, mon mode de vie qui est très, très irrégulier, on va dire. Donc, non, le seul élément qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est quand j'ai fait cette réserve ovarienne, c'est ça, hein, à un Ouais. moment donné, tu fais une échographie pour voir si tout va bien, si tes ovaires fonctionnent normalement. Et c'est à l'issue de ce test-là que mon gynéco m'a dit que j'avais le SOPK. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, au moment où tu as eu l'annonce de ce diagnostic, qui quelque part porte en lui un, un diagnostic d'infertilité potentielle, on t'a pas vraiment expliqué en fait. Ah, on m'a même dit que c'était plutôt positif parce que j'avais plein de follicules et que le jour où je voudrais faire des enfants, ce serait pas un problème. Donc non, on m'a même dit, il y a zéro, on ne sait pas pourquoi c'est là, on ne peut rien y faire, mais on a des manières de le contourner le jour où tu voudras faire un enfant. Mais il n'y a pas eu d'explication Aucune, de ce que c'est, comment ça marche, pourquoi aucune. les ovaires, etc. Et ça, c'était, tu avais la trentaine, c'est Ouais, ça? c'était ouais, il y a 5 ans. Ouais. Et tu étais aux États-Unis là à l'époque ou J'étais rentrée en France. tu Ça, étais c'était mon rentré en gynéco France? français. D'accord. Euh, et, et, et en même temps, ta carrière allait très bien. Donc en fait, il y a une espèce de double vie d'une fille qui est assez performante finalement, d'un côté, et qui de l'autre se retrouve avec un diagnostic hein, finalement. Et comment tu gérais ça? Est-ce que ça te pesait en fait au quotidien? Euh, J'avoue que j'étais tellement prise dans le boulot et comme tu dis, la trajectoire de carrière et de réussite, que je me suis pas trop inquiétée et que j'ai un petit peu bêtement suivi les recommandations de mon gynéco. Je me suis dit, bon, pas d'alarme, pas de problème, et on en reparle le jour où je veux vraiment faire un enfant. Donc non, je l'ai un peu mis de côté, cette réflexion-là. Et c'est vraiment après, quand je me suis lancée dans une démarche de fertilité, avec mon ex-conjoint, où on a commencé à vouloir faire un enfant, que là, je me suis dit, mais il y a un problème, ce qu'on m'a dit, ce que ce gynécologue français m'a dit, n'est pas raccord avec ce que je peux entendre ou lire par ailleurs sur des blogs américains, tout ça. Et tu as parlé de... Donc on te parle de fertilité, enfin c'est un peu ton entrée dans la fertilité entre le fait d'être en couple depuis un certain temps, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, on t'a parlé du fait que la fertilité commence à décliner à 35 ans. Est-ce qu'on t'a parlé un peu de l'évolution de la fertilité naturelle, indépendamment du SOPK? Oui, on en a parlé, c'est pour ça que j'avais changé de gynéco d'ailleurs, donc avant celui dont je te parlais à l'instant, parce que mon gynéco d'avant, qui était un ponte de la gynécologie française, c'est lui qui m'avait fait ma colonisation d'ailleurs, si tu veux on en reparlera, Mhm. me disait, ça faisait 6 mois que j'étais en couple avec mon petit ami, et il me mettait une pression de dingue en me disant, là, il faut que tu fasses un enfant maintenant parce que tu as 30 ans et que, en fait, dans un an, tu vas avoir tant de pourcents de chance de moins, et puis dans 2 ans moins. Et je me suis dit, mais en fait, il comprend pas qui je suis, d'où je viens, et il me donne des injonctions sur le fait qu'il faut que je fasse un enfant alors que je suis avec quelqu'un depuis 6 mois et que c'est pas d'actualité.
Donc il y avait vraiment un manque de considération de ma personne dans un entretien de 12-13 minutes que moi j'ai trouvé qu'elle n'allait pas du tout. Pourtant, son information est juste. Tout à fait. Ouais. C'est la manière dont elle a été communiquée que j'ai trouvé inadaptée. Parce qu'à ce moment-là, pour toi, la priorité, c'est ta carrière, en fait. Enfin, ou ton mode de vie, en tout cas. C'est une bonne question. Je dirais pas que c'était nécessairement ma carrière la priorité avant tout, mais c'était de faire les choses dans le bon ordre. Et typiquement, j'étais en couple avec quelqu'un qui n'était absolument pas dans des dispositions de faire un enfant. Il avait une peur de l'engagement folle, et ça a pris des années pour ouvrir ce truc-là et créer suffisamment de confiance pour se poser la question de faire un enfant. Je veux faire donc une parenthèse sur le SOPK pour l'instant. Et tu nous as parlé de burn-out, c'est arrivé quand dans cette chronologie, 30 ans découverte d'un SOPK, désir d'enfant qui commence à s'installer. Mhm. Et ben, au moment où on a commencé à vraiment s'y mettre avec mon ex-conjoint, j'ai pris conscience que j'étais en train de passer complètement à côté de ma vie, que c'est assez dur à dire, mais je pense qu'on court après le fait de cocher des cases. Donc le bon boulot, le bel appart, le chien, le beau mec. Et moi, au moment où tout s'est aligné et au moment où vraiment les planètes étaient parfaitement, j'allais passer partenaire dans mon cabinet de conseil, mon mec était disposé à faire un enfant avec moi, c'est là où j'ai eu un sursaut j'ai vu ma vie 10 ans, 10 ans en avant. Je me suis vue en plein divorce, devoir garder un boulot qui me plaît pas du tout et qui n'a plus de sens pour moi parce que je dois payer les factures. Et je me suis rendu compte que j'étais pas au bon endroit et que je pourrais pas être heureuse et construire une vie stable si je faisais pas un travail sur moi, de savoir qui j'étais et de me remettre au bon endroit dans mon parcours. Je finis juste là-dessus, je m'étais vraiment oubliée dans ce besoin de cocher les cases. Et comment s'est manifesté le burn-out? Parce qu'en fait, c'est un terme qu'on utilise un peu facilement Mmh. aujourd'hui, mais il y a une réalité biologique dont on peut parler. Chez toi, c'était quoi les signes de ça? Alors, Au quotidien? ouais, ouais. Je me suis pas écoutée au niveau de mon corps pendant très très longtemps. Et j'ai eu à 2 ou 3 reprises des signaux très forts que mon corps m'a envoyé pour me dire stop. Moi, ça se manifestait par les cervicales. Donc ça a été blocage complet, impossibilité de bouger pendant 5 à 7 jours. Donc cure de kétoprophène, ostéo en urgence. Et mon médecin traitant, qui lui est extraordinaire, qui me connaît très bien depuis des années, c'est lui qui m'a arrêté 2 fois. Une fois en 2018 et une fois en fin 2023, à ce moment-là où j'ai eu ce choix à faire. Et c'est le seul signe que tu avais Ouais. ou... Le premier signe, ça a été ça, euh, avec un besoin de repos forcé qui était obligatoire suite à cette prise de conscience. Et derrière, c'est ma psychologue qui m'a aidé à prendre conscience que là, j'étais à un point de non-retour, de craquage, et qu'il fallait que j'arrête, quoi. Euh, alors, donc le burn-out, c'est vraiment une hyperstimulation de l'axe corticoïde-adrénaline. En fait, c'est une sécrétion permanente d'adrénaline et de corticoïde. Tout stimulus devient en fait insupportable. Mm. Et c'est un peu le système est en train de... C'est le moteur de la Ferrari qu'on pousse à bout tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, et c'est pour ça que les gens, enfin, euh, tombent, chutent en fait. Et c'est jamais un arrêt progressif. Euh, Est-ce que par exemple, tu avais la baisse de libido qui est en général très associée à ce genre de symptômes quand on va pas bien? Euh, alors moi, ça a été l'inverse. J'étais en couple pendant longtemps avec assez peu de libido pendant la bonne partie du couple. Et ça a été un peu l'opposé. C'est-à-dire une résurgescence de la libido, mais pas pour mon copain. Mais c'est peut-être aussi que tu avais arrêté l'implant, non? Non, parce que Non. l'implant, je l'avais plus depuis 5 ans avant. D'accord. Mais c'est plus que... Je pense que dans cet oubli, et donc quand tu te mets en retrait pour le bien du couple, je m'étais laissée aller. Et au moment où je me suis dit, faisons un enfant, ça y est, on démarre, là, j'ai pris en main mon corps complètement différemment. J'ai commencé
j'ai commencé à faire du biohacking. J'avais envie de me mettre bien pour accueillir un enfant des meilleures façons possibles. Et comme je m'étais renseignée sur le SOPK et que je voulais favoriser le bien-être pour être capable de tomber enceinte, j'ai commencé à mieux manger, contrôler l'ordre dans lequel je mettais mes aliments, les types d'alimentation que j'avais en fonction des moments de mon cycle pour essayer de le réguler. Je suis allée voir un étiologue pour essayer de remettre mes ovaires en route. Je suis allée faire tout un tas de choses. Et c'est à ce moment-là où je me suis mise en bonne santé que j'ai recommencé à avoir de la libido. Et c'est en ayant des attractions pour des personnes différentes que mon copain où je me suis dit, mais attends, là, il y a un truc qui va pas, je suis pas au bon endroit. Et ça m'a aidé à prendre conscience de ça. Donc, je pense peut-être que le burn-out, il était arrivé avant, je réfléchis en même temps que je te parle, hein. Mais en tout cas, ce symptôme-là n'était pas dans l'équation à ce moment-là. Oui, une des raisons pour laquelle j'en parle, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, notamment l'American College, je considère comme un signe vital. Ouais. Donc, on peut être en burn-out, ou on peut être en syndrome dépressif ou pseudo-dépressif ou une dépression de l'après-ménopause, ou etc. Et le pouls, la tension vont pas être modifiés. C'est pas mesurable. Voilà. Et pourtant, on demande à une femme qui est dans ces situations un peu, on va dire, aux limites de ses capacités, comment va la libido, et vous répond tout de suite, ça va pas du tout, ça va très bien, etc. Ce qui est intéressant, ce que tu as dit, c'est que ta libido est revenue quand tu as changé de style de vie. Et peut-être que en fait, ce changement de style de vie a réduit un peu le cortisol, l'adrénaline, qui vont en fait chanter les hormones féminines, hein, qui prennent les précurseurs des hormones féminines et pour produire ça. Et donc, en fait, tu as relibéré de la testostérone, de l'oestrogène, etc. Ouais. Tu as parlé de biohacking, donc ça permet de faire la transition. Est-ce que tu peux un peu définir, pour les gens qui en ont jamais entendu parler ou qui ont entendu un peu, qu'est-ce que le biohacking finalement? C'est un mot qui aujourd'hui est un peu galvaudé, utilisé à tout va pour en gros juste remettre l'individu au centre de son parcours de santé avec une vision holistique des différentes choses que tu peux faire qui sont gratuites ou qui coûtent très très cher pour être en bonne santé et avoir ce qu'on appelle une meilleure longévité. Donc ça peut être hacker ton sommeil pour mieux dormir, hacker ton rythme circadien pour être en meilleure forme quand tu te réveilles. Ça peut être changer la manière dont tu manges tes aliments, les différentes typologies de sport que tu peux faire, et notamment chez les femmes pour faire des sports différents en fonction du moment de ton cycle menstruel. Et c'est un ensemble de choses que tu fais pour être en meilleure santé. Et quelle a été ton approche, enfin, comment tu as découvert ça? C'est au moment où donc j'ai compris ce que c'était que le SOPK et qu'en fait, très simplement, j'ai écouté un podcast d'une personne qui expliquait que le SOPK était probablement un sujet de glycémie. Ça, tu parleras mieux que moi, hein, mais des problèmes d'avoir trop souvent des pics de glycémie. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu une espèce d'ultra d'électrochoc parce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup d'hyperphagie quand j'étais plus jeune. Et donc, le côté fringale et où tu te mets à manger des quantités astronomiques de sucre qui donc créent des pics de glycémie, je me suis dit, mais il y a peut-être un lien entre mon SOPK et ces crises-là que j'ai pu faire tout au long de mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Donc, c'est là où j'ai commencé à creuser et où j'ai découvert que le biohacking permettait de se remettre globalement en meilleure santé et donc potentiellement d'influer sur le SOPK. Et donc, paradoxalement, c'est un podcast, c'est pas un médecin que tu as vu dans un cabinet qui t'a dit... Non. Voilà. C'est un podcast d'une nana que j'aime beaucoup qui s'appelle Aguilal, qui est un petit peu la première femme à avoir parlé du biohacking au féminin, parce que le biohacking masculin et les capteurs et les hormones masculines ne sont pas du tout pareils que chez les femmes. Et donc, elle a théorisé tout un tas de choses sur la manière dont le biohacking peut être utilisé en fonction du cycle menstruel. Et donc, à ce moment-là, tu commences à mettre les... Donc et en plus, le problème, parce qu'on en a parlé un peu en off, c'est des ressources anglaises à l'américaine et on a 5-10 ans de retard là-dessus en France. Exactement. Et donc, il faut être bilingue, il faut être très débrouillard et savoir où chercher pour trouver des contenus qui vont être vraiment qualitatifs. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est plutôt progressivement que tu mets les choses en place ou tu te plonges dedans en disant, voilà, la liste de tout ce que je peux faire pour...
Alors, c'est progressif et c'est d'ailleurs ce qui m'a énormément séduit dans le biohacking, c'est que je suis quelqu'un d'assez intense et j'aime bien, quand je me lance dans quelque chose, le faire de manière très, très directe. J'ai fait du sport à haut niveau, beaucoup de compétitions dans le boulot. J'ai toujours été un peu un bulldozer. Et là, le fait de dire, hein, tu te remets au centre et tu fais des choses qui fonctionnent pour toi et tu testes, ça m'a appris à commencer à écouter mon corps. Ce qui était quelque chose que je faisais pas du tout. Moi, je le forçais à rentrer dans mes dictates et ce que j'avais décidé de faire. Et là, c'est plutôt le contraire. C'est tu vas prendre une aigre de cidre pendant une semaine ou deux et puis tu vas voir si, effectivement, tu digères de manière différente, si tu as une meilleure. Donc, tu enquêtes un petit peu. Avec des principes et ce qu'on te propose, mais il faut à chaque fois que ce soit adapté à toi-même et à ton corps et à ton mode de fonctionnement. Et j'ai vraiment apprécié de monter en compétence au fur et à mesure sur des choses qui faisaient sens et le faire à mon rythme. Et donc, le biohacking n'est pas. Si j'étais une femme avec la même condition que toi, ça ne serait pas forcément les mêmes choses qui me sont adaptées en fait. Exactement. Et il y a beaucoup d'humilité dans les biohackers qui te disent toujours ça, je teste, ça a été prouvé par telle et telle chose, mais toujours reprends-le dans ta dynamique, teste ce qui marche chez toi et adapte. T'en as parlé au médecin de ce parcours-là quand tu le voyais, ou si t'en voyais d'ailleurs, parce que c'est difficile de voir des médecins. Non, après j'ai la chance d'avoir des amis médecins, donc j'en parlais avec eux. Mais j'ai changé encore une fois de gynéco, j'en ai pris une troisième qui, elle, était très jeune et qui était sensible à ces sujets-là. Et on a eu des discussions sur les choses à mettre en place. Donc, je trouve qu'il y a une nouvelle génération aussi De de médecins. médecins beaucoup plus jeunes qui sont plus dans cette démarche d'amélioration continue. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aucun médecin t'en a parlé en fait. Ah non, Personne. non. C'est, je trouve maintenant en consultation, quand je demande aux patientes si elles vont bien, et tout le monde te dit oui, ça va. Et puis je leur dis est-ce que vous allez vraiment bien? Et en fait, tu te rends compte qu'on ne pose pas cette question tellement de base. Est-ce que vous allez bien juste aux gens globalement dans leur vie quoi. Ouais. Et donc, c'est quoi les quelques astuces majeures, tu vois, tu dirais les quelques découvertes de biohacking qui ont été blanc-noir pour toi? Le premier blanc-noir, c'est l'ordre dans lequel je mange les aliments. De systématiquement commencer par les fibres et ensuite de faire protéines et de terminer par les carbs, les féculents. Les féculents, ouais. Ne serait-ce que parce que en commençant par les fibres, tu prépares ton estomac derrière à mieux digérer, décomposer les aliments, et que si tu termines par les féculents, tu auras déjà bien mangé et donc tu vas avoir tendance à manger moins. Et donc moi, ça m'empêche pas de me faire plaisir. J'ai toujours ma petite touche sucrée, mon yaourt en fin de repas, mais je le fais. Je vais pas manger 300 grammes de fromage blanc quand j'ai déjà mangé toutes les choses dans le bon ordre. Il y a aussi, alors ça, je sais pas si c'est psychosomatique ou pas, mais d'activer ton système parasympathique en bougeant, faisant des mouvements oculaires avant de manger. Mhm. Non, c'est pas psychosomatique. Ah, et ça, c'est vraiment un truc, j'ai l'impression que Ouais. ça joue dans la rapidité avec laquelle je vais manger, dans la satiété aussi. Le sport, j'ai complètement changé la manière dont je faisais du sport. Plutôt que de me dire, je vais faire du cycling tous les lundis, je vais aller à la salle faire de la muscu tous les mercredis, et puis je vais aller courir samedi, dimanche. Je vais vraiment regarder comment je me sens et adapter en fonction de mon cycle menstruel, ce qui n'est pas toujours évident parce que SOPK, tu connais le début de ton cycle, mais tu sais jamais vraiment comment il s'arrête. Parfois, ça va durer 29 jours, 30 jours, puis parfois, je vais monter à 40 jours. Mais je vais essayer, au moment où je sens l'ovulation, parce que ça m'arrive de le sentir, derrière, d'être sur des sports un peu plus calmes, de pousser un petit peu moins à la salle et surtout d'écouter la manière dont mon corps me parle. Et le troisième truc, c'est le sommeil. J'arrive pas à le faire toujours, mais je traque mon sommeil avec une bague qui s'appelle Oura. Quand tu te couches sans écran, la qualité de ton sommeil, il y a 20% d'écart, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que tu poses ton téléphone dans une autre pièce, tu te mets un bouquin et tu te couches en t'endormant avec un bouquin, versus tu scrolles sur Instagram avant de t'endormir, mais ça n'a rien à voir. Endormissement, sommeil paradoxal et le réveil. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, derrière tout ce que tu dis, il y a pas mal de biologie. C'est-à-dire que quand tu actives le système parasympathique, tu diminues l'adrénaline, le cortisol. Finalement, c'est ça, une activation du système parasympathique. Et donc, tu engages une certaine biologie ou un état biologique. Quand tu parles de ne pas regarder Instagram la nuit, c'est que tu changes ta dose de dopamine. Ce n'est pas une question d'un écran. C'est les gens... La communication est assez mal faite puisqu'on dit il ne faut pas d'écran avant de dormir.
ce qu'on pourrait dire, c'est il ne faut pas de dopamine avant de dormir, en fait. C'est ça Ouais, c'est vrai. le truc, où il ne faut pas d'adrénaline, parce qu'en fait, si vous voyez du contenu stressant, bah, en fait, vous ne dormez pas. Mm, mm, mm. Et aujourd'hui, c'est très facile ce qui attire, c'est le contenu qui fait peur, etc. Donc, pareil, une activation du tissu cortisol. La troisième chose que j'aimerais un peu commenter, c'est ce que tu as dit sur le cycle, finalement. C'est un truc qui, pour moi, en tant que gynécologue, euh, la majorité des femmes ne connaissent pas ce que c'est que les règles. Ne savent pas que les règles sont la perte du tissu endométrial qui n'a pas été, où il n'y a pas eu de grossesse. Elles ne savent pas quel est le signe d'une ovulation 14 jours avant, globalement. Pourtant, c'est un truc que tu as à 13 ans, 12 ans, 14 ans, Ouais. et tous les mois. Je ne connais pas un homme sur Terre qui saignerait tous les mois, qui ne serait pas paniqué et qui ne ferait pas le tour de tous les médecins pour comprendre pourquoi il saigne tous les mois. Euh, la deuxième chose, c'est qu'une fois que on prend conscience dans la société, et ça inclut mes filles, hein, qui sont des jeunes adultes aujourd'hui, même j'ai jamais pris le temps en tant que père de dire voilà ce que c'est que les règles, voilà comment fonctionne ton utérus, etc. Euh, du coup, les femmes connaissent pas leur cycle. Elles comprennent pas que les 15 premiers jours du cycle, que tu as très bien décrit jusqu'à l'ovulation, tu es sous oestrogène et un peu de testostérone juste avant. Et donc, en fait, c'est un peu comme si une femme était sous cocaïne. Donc, tout va bien, c'est la vie en rose, l'énergie elle est maximale parce que c'est là où ton corps de mammifère veut que tu rencontres du monde. Donc, tu es ouvert, tu as plein d'énergie. La deuxième partie du cycle où la progestérone est élevée, bah, en fait, tu es potentiellement enceinte, donc tu veux te protéger. Donc, c'est plus du tout les mêmes neurotransmetteurs ni équilibre biochimique dans le corps. Et donc, aller à la salle et se mettre une session de CrossFit, pour la majorité des femmes, euh, ça sera puisé dans ses réserves. Mm. Et maintenant, il y a un concept qui est créé qui s'appelle la dette énergétique. En fait, tu peux le faire, hein. Tu peux aller le lendemain de ton ovulation, en soirée jusqu'à 6 heures du matin, en salle faire du crossfit, mais tu vas contracter une dette énergétique qui va Mm. s'accumuler de cycle en cycle et il n'y aura jamais de récupération et puis c'est ça qui conduit au burn-out, etc. Euh, Comment ça, d'un point de vue chronologique, comment tu étais entre ces ajustements et ton burn-out? Parce que ça a commencé quand? Parce que Ouais, ouais, mais je suis consciente que la timeline, enfin, elle est intéressante. En fait, au moment où j'ai voulu concevoir un enfant, j'ai commencé à préparer mon corps et je me suis dit, il faut absolument que t'ailles le mieux possible pour pouvoir accueillir cet enfant. Et je pense que j'ai retardé les effets et j'ai retardé le burn-out d'autant de temps grâce à ça, entre guillemets. Mais mon corps, il a quand même fini par lâcher. Je pense que c'est comme ça que c'est passé. Donc, si je te donne une timeline, j'ai commencé à faire du biohacking en février-mars et en novembre de la même année, décembre, c'est là où j'ai eu mon problème de cervical séparation dans la foulée. Et après, s'en est suivi un an de up and down, où là, je ne sais pas si c'est le burn-out qui s'est transformé en dépression. J'ai jamais vraiment un médecin qui a pu m'expliquer ce que c'était. Est-ce que ça a toujours été une dépression? Est-ce que ça a été burn-out qui a tourné en dépression? Est-ce que c'est juste un burn-out? Mais après, j'ai eu une phase euphorique, une phase de baisse. Et je me suis reprise en main grâce au biohacking, mais aussi avec une dimension plus vraiment psychologique, développement personnel, de réflexion de fond, avec de la méditation, etc., qui m'a permis de me remettre là où je suis aujourd'hui et d'être au bon endroit. euh, qu'est-ce qui a fait donc ce burn-out qui s'installe et le corps s'arrête, c'est vraiment la dette énergétique. Donc Mm. ton corps est plus à l'équilibre du tout. Ouais. Tu compenses professionnellement. Il faut être aussi performant sportivement. Il faut aller à la salle 6 fois par semaine, etc. Et puis à un moment, tout lâche. Tu as parlé un peu de séparation à ce moment-là. Est-ce que tu penses que c'est corrélé à tout ça? Ouais, je pense parce que c'est la prise de conscience, elle a été double. Elle a été de me dire, ça fait 8 ans que je travaille, enfin ça fait 13 ans que je travaille au niveau carrière et ça fait 8 ans que je suis dans la même boîte. Je cours après la reconnaissance des autres, alors qu'en fait, dans le fond, la seule reconnaissance qu'il faut que j'aille chercher, c'est la mienne, mais je suis pas capable d'aller la chercher puisque je me sens pas méritante de soulever des envies ou des prérequis. Et dans mon couple, c'était pareil, hein. J'ai tout donné pour la personne, j'ai tout donné pour le nous.
Et moi, je me suis complètement oubliée dans le process. Donc, ce burn-out, ça a été plus une espèce de flamme qui est remontée en moi, de me dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'es où? Réveille-toi, prends conscience de qui tu es et de là où t'es et construis-toi une estime de toi parce que sinon, tu vas passer ton temps à répondre aux envies et aux desiderata des autres et jamais aux tiens. Donc, le burn-out, pour moi, ça a plus été un sauvetage, en fait. J'ai l'impression que c'est mon corps qui s'est réveillé. Oui, c'est vraiment l'électrochoc. Ouais. Comment dans la carrière ça s'inscrivait tout ça? Comment tu arrives à gérer? Est-ce que tu as été stigmatisé, entre guillemets, pas forcément pour le SOPK, ou comment est-ce que en tant que femme, euh, t- l'aspect cyclique et tout ça est considéré dans le milieu où tu évoluais à cette époque-là? Euh, Pas particulièrement. J'avais une chance inouïe dans ma boîte, c'est que j'étais très très libre. Ils avaient compris que mon cas d'usage, le cas d'usage du ligotier, c'était on la laisse faire ce qu'elle veut et elle va gérer et ça va très bien se passer. Donc j'avais besoin de surstimulation intellectuelle permanente. Donc je pilotais 5, 6, parfois 7 projets en même temps avec des équipes différentes. J'étais très très performante. Et donc, il me donnait juste la reconnaissance dont j'avais besoin, l'amour dont j'avais besoin, qui me permettait de me nourrir et de me retenir. Et après, le cycle, je pense que étant hypersensible, je subissais un petit peu les émotions, que ce soit celles de l'extérieur ou les miennes. Donc, il y avait des hauts, des bas, mais c'était pas cyclique comme un cycle menstruel. Et si tu avais fait une liste à l'époque, parce que c'est un exercice que je fais faire à beaucoup de mes patientes, de faire une liste de leurs priorités dans la vie, où est-ce que tu aurais mis ton corps et ton état mental? C'est une bonne question, tu m'en parlais Ouais. l'autre jour. J'ai toujours eu quelque part assez haut dans la liste le rapport à mon corps, de me dire je veux me sentir bien dans mon corps, parce que c'était un énorme problème. Jusqu'à mes 30, je sais pas, 30, 32 ans, je me regardais dans le miroir, je me reconnaissais pas. J'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre au fond de moi, donc c'était assez difficile. Donc cet aspect-là, il était assez haut. Pour le reste, non, c'était vraiment cocher les cases. Et quand tu dis je me reconnaissais pas, c'était par rapport à des standards ou par rapport à... Non, il y avait vraiment un décalage entre la personne qui me rendait le regard et ce que j'avais l'impression d'être quand je m'arrêtais et que j'essayais de m'écouter. Est-ce que tu avais essayé de faire, parce qu'il y a un hack, du coup psychologique, qui est de pas se dire ce à quoi tu ressembles, mais ce que tu es capable de faire? Est-ce que tu avais essayé ce... Non, jamais. Ouais, c'est quelque chose que maintenant les psychologues aux États-Unis, enfin ça a été théorisé, hein, c'est-à-dire de pas se poser la question de à quoi je ressemble dans un miroir, mais est-ce que je suis capable de faire 10 squats? Ouais, Et donc, est-ce que je peux danser? Est-ce que je peux soulever un poids? Est-ce que je suis capable de soulever mon enfant et tenir mon enfant dans mes bras? Et en fait, ça aide beaucoup, que ce soit les femmes et les hommes d'ailleurs, hein, à sortir de cette vision purement graphique, esthétique. ouais, ou esthétique, Mm. à prendre conscience de ce que leur corps leur permet de faire et ce que leur corps ne leur permet pas. Ouais. Et du coup, ils vont chercher une fonctionnalité plutôt que chercher un physique. Du coup, C'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai changé ce rapport-là l'année dernière quand j'ai fait le GR20. ah oui, oui. Donc, c'est la Euh, grande randonnée qui traverse toute l'île Corse. Exactement. Je me suis mis ce challenge-là alors que j'avais jamais fait plus d'une journée de randonnée, en me disant que la marche, c'était quelque chose qui pouvait vraiment vider le cerveau et apporter cet état méditatif tout en étant une performance sportive. Donc je me suis lancée dans ce défi-là en me disant challenge 2025, nouvelle vie, transformation. Et pendant cette marche, j'ai eu j'ai pas une révélation, mais je me suis rendu compte que mon corps était un énorme asset et que je l'avais maltraité toute ma vie. Je l'ai toujours vu comme une liability. J'étais pas dans les standards de beauté des femmes très très minces à mon époque, quand j'étais adolescente. Je me suis toujours trouvée grosse, alors que j'étais tout à fait athlétique dans mon rapport à mon corps. Donc j'avais jamais de problème de poids, mais euh, j'ai toujours vu mon corps comme un problème. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il me permettait de faire des choses de dingue. Et donc, j'avais 35 ans, je mettais
J'étais avec une très bonne amie qui a 10 ans de moins que moi et elle a passé les 2 semaines de GR20 derrière. Et c'est là où j'ai changé complètement de rapport. Je me suis dit, c'est un asset, il faut que j'en prenne soin. Il y a cette phrase Your body is a temple qu'on dit, mais c'est vraiment ça en fait. Et j'aime bien ton idée de changer de rapport. Oui, ça marche très bien, hein. Ouais. Moi, quand je vois des femmes en surpoids, déjà, je demande jamais leur poids. Je dis, ça m'intéresse pas. Vous savez que vous êtes en surpoids, je le sais. Enfin, ça se voit. Et surtout, je sais que vous essayez de vous en débarrasser, que vous n'êtes pas heureuse comme ça. Mais c'est pas le problème. Et la seule chose que je leur demande, c'est un peu de musculation tous les jours. Et souvent, je les vois 3 mois après. Et elles n'ont pas perdu un gramme. Souvent, elles ont même un peu plus lourd, puisque le muscle est plus lourd que le tissu graisseux. Mais c'est d'autres femmes que tu vois, en fait. Parce que d'un seul coup, elles se sont rendues compte que. Et je leur demande un autre truc, c'est de vraiment mesurer. Je dis, en fait, le problème, c'est que vous ne mesurez pas. Donc, allez dans un magasin, achetez des poids qui sont difficiles à soulever. Donc, 4 kilos, 6 kilos, 8 kilos. En dessous de 4, ça vaut pas le coup, c'est une bouteille d'eau. Et je leur dis, faites un mouvement, je sais pas, les biceps avec 4 kilos et comptez combien vous faites au maximum. Et 3 mois après, en fait, elles sont passées de 10 à 20 ou peu importe. Enfin, il y a une évolution qui est là. Et elles s'accrochent à cette évolution. Et souvent, la perte de poids devient une conséquence d'être plus en forme. C'est-à-dire que c'est un peu ce que tu as un peu expliqué à travers plein de choses. C'est-à-dire, c'est pas, tu t'es pas restreinte. Tu as bougé ton corps et ton mode de vie vers quelque chose qui te fait plaisir plus aujourd'hui. Et c'est des femmes qui vont changer leur alimentation, qui vont pas forcément manger moins de calories, mais vont mieux manger leurs calories, etc. Et ce regard sur la fonction, il existe hein, dans plein de communautés sur Instagram. Hein, si on suit la communauté de gens qui font de la course, du sport, etc., c'est plus les mouvements ou ce qu'ils sont capables de faire qui mettent en avant. Mais malheureusement, la majorité de tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est des filles hyper maigres qui naturellement sont ça et qui paradoxalement ne sont pas très en forte. Très en forme. Mm. Paradoxalement, on prend ces filles qui sont les modèles d'Instagram, on leur demande de faire 10 pompes, elles sont incapables de faire 10 pompes, donc elles ne savent pas faire grand-chose. Pas toutes, hein, je ne veux pas généraliser, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas très agiles, qui seraient incapables de faire un GR20, et qui par contre ont la plastique qui est attirée par tout le monde. Euh, pour enchaîner sur... Donc tu changes ton regard sur ton corps, mais c'est très récent en fait, finalement. Ouais, ouais, ça date de l'été dernier. Ouais. Est-ce que tu penses que comment on peut enseigner ça à une femme de 20 ans? Parce qu'à 20 ans, tu auras appris ça. Est-ce que tu penses qu'il y a déjà un vide de l'enseignement ou de l'éducation là-dessus? Est-ce que le cerveau est pas prêt à recevoir l'information à 20 ans? Est-ce qu'on peut... Si, je pense qu'il l'est. Je vais te donner une anecdote qui date de ce week-end qui m'a profondément touchée. J'étais au téléphone avec ma meilleure amie qui a une fille de 7 ans, qui était avec une copine à elle. Qu'on était en FaceTime en train de se raconter nos histoires. Et on entend l'amie de Lou en train de pleurer. Et elle vient nous voir et elle nous dit je pèse 27 kilos. On m'a dit que j'étais trop lourde par rapport à mon âge. Du coup, est-ce que je suis grosse? Et sa copine Lou, qui elle est une petite fille adorable, hein, elle dit mais non, t'es pas grosse, t'es juste gourmande. Et s'en est suivi une discussion d'un quart d'heure avec elle en pleurs à lui expliquer que c'est pas qu'elle est gourmande et surtout elle était pas grosse du tout, mais qu'il y a des os qui sont plus lourds que d'autres personnes, que peut-être qu'elle a une croissance qui est différente et qu'en fait il y a une courbe et qu'il faut surtout pas qu'elle se compare. Et je pense que le sujet il est là, il est dans l'éducation très tôt des enfants à se comparer les uns aux autres, alors que chacun est différent et que si on arrivait à s'accepter et à rester dans cette dans cette non-comparaison, je pense qu'on ferait des adultes et des jeunes femmes qui seraient beaucoup plus saines. Oui, et c'est aussi très... je pense qu'il y a aussi vraiment, on ne se rend pas compte du miroir social, si je peux l'appeler, ou Mmh. de l'environnement social. Moi, pour avoir travaillé à l'étranger, beaucoup dans les pays arabes, où le standard de beauté, il est, on va dire, 5 à 10 kilos au-dessus, moi, je me suis vu en tant qu'homme changer mon regard sur les femmes. Mmh. C'est-à-dire des femmes que je trouvais en forme en France, je trouve maintenant maigres. Et c'est parce que j'ai beaucoup voyagé dans ces pays-là et qu'en fait, l'œil s'habitue à autre chose, en fait. Et Ouais. c'est vraiment une question de...
et cette diversité, on n'a pas accès vraiment dans les médias. Enfin, les modèles de tous de la Fashion Week sont toujours les modèles de la Fashion Week. Ouais. Mais en fait, peu de femmes ressemblent à ces modèles finalement. Euh, Et comme tu disais tout à l'heure, ces modèles-là ne sont pas forcément les plus sains. non, ils sont pas sains. Il y a maintenant pour les auditrices, les mannequins ont besoin d'un certificat médical avant de pouvoir faire les défilés. Pour attester qu'elles ne sont pas maigres, donc qu'elles ne sont pas en dessous d'un certain indice de masse corporelle. Et la majorité va essayer de hacker ce truc-là en trouvant un médecin complaisant qui le fait et qui surtout va pas faire un bilan de santé. Le médecin, il veut juste Le temps rendre plein. service, voilà, ouais, exactement. Et en fait, jamais il pose la question de mais vous n'êtes pas en forme, vous faites pas, etc., etc. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de l'IMC, justement? C'est un très mauvais marqueur. C'est un très mauvais marqueur pour plein de raisons. Euh, pour ceux qui font du sport, ils ne reflètent rien puisque le muscle, est, donc quand tu es sportif, ton IMC est pas très. Euh, il ne donne pas ton vrai état. La deuxième raison pour laquelle je trouve que c'est un mauvais marqueur, c'est que je pense que le surpoids et l'obésité est une conséquence d'une hyperconsommation au quotidien. On mange trop et la nourriture qu'on mange est trop riche Mm. en général. Un corps moyen va consommer 2000 calories, on va dire 1008, 2000, 2200 en fonction du métabolisme de base de chacun. Et manger 2000 calories par jour, c'est très facile. D'accord, c'est très facile. Et la majorité des patientes qui prennent du poids, que ça soit... il y a certains passages de vie à, on va dire, 16-22 ans. Et la raison principale, c'est que sous l'effet des oestrogènes, ton corps de mammifère, à ce moment-là, veut stocker des graisses qui sont un vrai organe endocrine et de réserve pour préparer une grossesse. Mm. Ton corps n'a aucune idée que tu es numéro 3 d'une boîte de tech à San Francisco. Pour lui, tu es un mammifère qui doit tomber enceinte. C'est la seule but du corps. Et donc, la graisse qui est sur les hanches et sur le ventre chez la femme, elle est primordiale pour la grossesse. Parce que c'est les réserves que tu vas avoir au cas où tu n'as pas de nutrition. Et parce que ton corps ne sait pas non plus que tu es à côté de McDo. Voilà, c'est deux notions qu'il n'a pas. Et d'ailleurs, chez beaucoup de femmes, les cycles ne se régularisent que quand il y a une certaine masse graisseuse. Et donc, c'est pour ça qu'entre 12 et 14 ans, c'est pour ça que les ovaires commencent à fonctionner pas très bien. Donc, la fertilité n'est pas très bonne entre, on va dire, 14 et 20 ans, 18 ans, parce que tu n'as pas assez de graisse. Et donc, les ovulations ne sont pas très efficaces, etc. Et donc, les femmes prennent un peu de poids à ce moment-là, à cause, de ce phénomène hormonal, qui va augmenter le stockage et aussi au fait que la progestérone entre en jeu. Et quand la progestérone rentre en jeu, elle augmente les dépenses caloriques et les fringales de règles, elles correspondent à vraiment ton corps qui a besoin. Et souvent, par exemple, et souvent, c'est aussi une période de vie de femme où tu sors du lycée, tu arrêtes les sports que tu faisais au lycée ou en club, ou etc. Tu deviens étudiant, donc les sorties, les restos avec les copains, etc. etc. Tu as une moins saine. Et ce que font les femmes à ce moment-là, elles l'associent à la prise de pilule. En disant, j'ai pris la pilule, mais parce que c'est un moment aussi de vie où tu commences à avoir des rapports sexuels, un partenaire peut-être depuis un peu plus longtemps, donc une protection pas mécanique, mais hormonale. Et donc, elles vont dire, ah, j'ai pris la pilule, je suis tombée enceinte, mais elles n'ont pas impacté tous ces changements de vie. Le deuxième moment où elles prennent du poids, et donc l'IMC n'est pas significatif, pour revenir à ta question à ce moment-là, parce qu'en fait, l'obésité, elle commence bien avant que ton IMC, elle soit dans la zone rouge. Quand ton IMC est dans la zone rouge, tu as 5-6 kilos de trop, en fait. D'accord. Moi, je pense que euh, personnellement, j'ai 2 kilos de trop, je le sens. Je me sens moins fonctionnel, ça m'impacte psychologiquement, ça m'impacte physiquement. Et donc, le curseur d'écouter son corps est plus important que d'écouter un index. Parce qu'on fait l'index, on va bien, mais on a la limite en haut. Et puis, une fois qu'on a passé cette limite, le retour il devient difficile. Donc, la zone, elle est un peu large. Et elle est par contre très bien pour les femmes qui ont des troubles de type anorexique, parce qu'on voit vraiment
que ça va pas. Mais encore une fois, moi, j'ai vu des patientes avec 2 ans d'anorexie ignorée, alors qu'on les voit physiquement parce que leur IMC allait bien, et puis d'un seul coup, ils s'effondrent progressivement. Et les autres moments de vie où les femmes prennent aussi du poids, c'est la trentaine, la 35 ans, surtout quand elles ont eu des enfants, parce que leur corps a changé, ils ont perdu leur masse musculaire et une diminution du métabolisme, et la ménopause aussi, ou la périménopause, etc. Et c'est tellement difficile l'IMC. C'est-à-dire que le commun des mortels ne va pas regarder son IMC. Moi, je demande juste à mes femmes, est-ce que vous sentez bien à mes patientes, est-ce que vous sentez bien dans votre corps en fait. Et puis il y en a qui sont très bien avec 3 kilos en plus et qui vont être avec 3 kilos en plus et des courbes, etc. Et puis il y a d'autres qui se sentent pas bien avec 1 kilo en plus. Et voilà, et je pense que ça, c'est plus important. Tu regardais ton IMC par exemple? Ouais, je l'ai regardé toute ma vie. Moi, j'ai toujours été côté élevé de l'IMC. Et c'est le jour où j'ai fait un test global de masse graisseuse que j'ai eu. J'avais 16% de masse graisseuse. Je me suis Oui, rendu compte c'est qu'en fait, rien. j'avais beaucoup de muscles et des os très lourds. Et je me suis détachée de cet index-là. C'est pour ça que ça m'intéressait de te poser la question. Parce qu'il y a vraiment. Il y a deux écoles. Il y en a qui le suivent de manière assez militaire et d'autres qui, au contraire, sont complètement dans le ressenti, comme tu dis, la silhouette, l'énergie. Et on n'a pas l'habitude d'écouter notre énergie parce qu'en fait, on se lève le matin, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on se fait un café, alors que c'est complètement débile de se faire un café au réveil, puisqu'il il vaut mieux attendre 2 bonnes heures que tu aies ton cortisol qui soit Mm. redescendu pour avoir un bon kick. Il y a tout un tas de choses qu'on fait de manière mécanique sans vraiment se poser la question de l'impact sur le corps. C'est aussi un autre exercice que je conseille aux gens de faire, c'est vraiment au réveil, ou même le soir avant de se coucher, se poser la question de comment je suis physiquement, comment je suis mentalement. C'est une échelle de 1 à 10, hein, il suffit de mettre un chiffre. Hein. Ouais. Ce matin, je me suis réveillé, j'étais plutôt à 4-5, on va dire physiquement, et puis où je suis à 3-4 ou à 8 mentalement. Euh, de le communiquer. Je pense que c'est important de le communiquer, que ce soit à son partenaire, si on a un partenaire de vie, en disant écoute, là je me sens à 2 physiquement et à 10 mentalement, et donc ça va, je suis pas prêt à aller faire une marche de 2 heures, mais si tu veux qu'on ait une belle discussion, il n'y a pas de souci, ou l'inverse, je suis mentalement pas très bien, donc je n'ai pas l'envergure d'être stimulé, mais par contre physiquement je me sens bien, donc voilà, je pense que ça, c'est, Le scan. ouais, le scan qui prend littéralement une seconde, que beaucoup de gens font dans toute cette communauté méditation, yogi, etc., dans une communauté qui est un peu plus sur le mindfulness, je ne sais pas comment on dit ça en À pleine français. conscience. Ouais, voilà, en pleine conscience. C'est vraiment la première chose qu'ils font, c'est s'asseoir le matin et avant de se faire le café et d'ouvrir le portable, se poser la question de comment je suis. Et puis, je pense même qu'on peut le communiquer. Les gens ont toujours peur du milieu professionnel, etc. Mais c'est pas difficile de dire à ses collègues ou à son responsable, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Est-ce que voilà, c'est pas grave. Et en fait, les gens sont gentils quand on ne sent pas bien. Parce que quand on fait pas ce scan, on rentre dans cette boucle d'autocritique permanente. Je ne Ouais. suis pas assez performante, mais on ne sait pas pourquoi en fait. Alors que si on sait que le matin, bah en fait, voilà, ce matin, je suis un peu fatigué mentalement, en fait, je communique aux gens avec qui je vais interagir, et puis tout le monde va baisser ses attentes, et donc je ne vais pas avoir ce sentiment-là. Tu as une routine quotidienne, puisque tu as parlé du café le matin? Ouais, j'y reviens. Je voulais juste rebondir sur ce que tu dis, que je trouve très intéressant et qui n'est pas encore commun dans les entreprises, mais qui commence à arriver, c'est cette notion de vulnérabilité au travail. Et je pense que j'ai tenu aussi longtemps aussi dans ma boîte de conseil parce que j'avais cette capacité à montrer ma vulnérabilité et à ce que ce soit une force. Parce que j'ai pu, en étant systématiquement moi-même, pro comme perso, en acceptant cette fluctuation d'énergie, de bien-être. J'avais des jours où j'étais très solaire et des jours où j'étais beaucoup plus éteinte. J'ai montré qu'on pouvait être soi-même au boulot et être accepté tel que l'on était. Et ça crée une dimension de confiance par rapport à tes collaborateurs, qui évidemment, faut le faire avec les bonnes personnes, dans les bonnes conditions. Et il y a des contextes qui sont très difficiles et où si tu montres une once de vulnérabilité, Hmm. on va essayer de te prendre ta place. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'espace aujourd'hui pour être soi-même et exprimer ces choses-là. Et personnellement aussi, avec ton partenaire, pour ceux qui ont un partenaire, de dire Absolument. à son partenaire, je ne suis pas top aujourd'hui. Et même moi, dans les couples, je leur conseille même de faire le scan de la libido. Ouais. Je n'ai pas de libido en ce moment, et puis d'en parler vraiment plutôt que
j'ai la migraine finalement. C'est Ouais, ce truc absolument. des années 80. Ouais, c'est ça, un Advil. Hein, ouais, Un un Advil. Advil et voilà. Et donc, ouais, Routine. ouais, la routine quotidienne. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué en fait? C'est ça ma question derrière la routine. Est-ce que c'est un process qu'il faut que les femmes mettent en place? Tu vois, on a l'image de Ouais. l'américaine Qui se Elsie lève à qui 5 prend heures du mat. 80 suppléments par jour, Ouais. etc. Le projet Blueprint, dont certains pourront regarder, de Brian Johnson, où tu as l'impression que c'est un calvaire. Est-ce que ta vie est un calvaire de biohacker ou ta vie est assez simple finalement? Alors, j'aimerais te dire que j'ai une routine tous les jours que je tiens. Je pense que même pour ces personnes-là, c'est un peu illusoire. Alors, peut-être pas Brian Johnson, mais pour la plupart. Il faut aussi être bienveillant avec soi-même et se dire qu'il y a des jours où on y arrive et des jours où on n'y arrive pas. Ça, c'est le premier point, c'est un peu les 4 accords Toltec, hein. Le quatrième, c'est le plus dur, mais Hmm. faire de son mieux et accepter que c'est pas toujours parfait. Moi, toute ma vie, j'ai détesté la routine parce que pour moi, la routine, c'était la stagnation et la stagnation, c'était la mort. Donc j'ai cherché le quotidien, l'instant présent, l'intensité très très longtemps. Et j'ai pris conscience justement un peu ce plus bas de ma dépression que si j'avais pas une routine, je m'en sortirais pas. Et donc j'ai créé une routine qui à l'époque était surtout sur de l'anti-inflammatoire parce que j'avais des taux de cortisol qui étaient extrêmement élevés. Je suis allée faire pas mal de tests, que ce soit microbiome ou tests sanguins pour aller comprendre un peu tous mes marqueurs. Et c'est là où j'ai pris conscience que j'avais un cortisol qui était vraiment très 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 élevé. Donc je me suis fait coucher 21h30, pas d'écran le soir, réveil naturel, rythme circadien direct, sortir dehors, aller faire du sport tous les matins, manger avec du curcuma, du pois. Enfin, j'avais vraiment toute une routine méditer tous les matins qui m'a vraiment remise bien. Et une fois que ça allait mieux, bizarrement, j'avais beaucoup moins besoin de méditer. Donc aujourd'hui, j'en ai une de routine. C'est quand je me lève, tout de suite d'ouvrir les volets et d'essayer d'aller à l'extérieur. J'ai l'avantage d'avoir un chien, donc c'est toujours une contrainte positive de me dire que je dois sortir dans la demi-heure après le réveil. J'essaie de boire un citron pressé avec de l'eau chaude parce que ça aide à hydrater. C'est quelque chose qui est agréable, qui est pas avant, à un moment donné, je mettais du curcuma, du poivre, du gingembre et un dernier truc, du vinaigre de cidre. Donc là, c'était le truc à boire qui était assez chiant. Maintenant, je fais juste un peu de citron pressé. J'ai un réveil musculaire que j'aime beaucoup faire, qui est un réveil de Michael Holland, qui est un mix entre du drainage lymphatique, des mouvements doux qui te permettent de vraiment te mettre en mouvement. Moi, ça m'aide parce que niveau dos, j'ai toujours eu des problèmes au dos. Ça me permet vraiment de réveiller la colonne vertébrale et je trouve que c'est un truc assez smooth et ça dure 12 minutes. Et du coup, je suis lancée, comme tu disais tout à l'heure, sur tes patientes, tu leur dis 15 minutes. Une fois que j'ai lancé ça, moi, je peux me faire 4-5 minutes de gainage, enchaîner sur d'autres mouvements qui me permettent de faire au moins une partie du sport de la journée, même si j'aime bien aussi en faire le soir pour décompresser. Puis après, voilà. Et le café, j'essaie de le boire minimum 1h30, 2 heures après le réveil. Et après, dans la journée normale, une vie normale, Journée normale, ouais. Je fais jamais 2 journées pareilles, en revanche. et sur le sommeil, parce qu'on a parlé et on n'en parle jamais aussi, les médecins ne demandent jamais aux gens s'ils dorment bien. Hmm. Sauf si tu vas voir un, un médecin qui est spécialisé là-dedans. Sur le sommeil, tu as vraiment des astuces aujourd'hui ou à part le suivi Bah, l'écran le plus loin possible de toi pour pas être tenté de l'allumer si jamais t'arrives pas à dormir, ça c'est le truc qui marche le mieux. La lecture pour s'endormir, je trouve que c'est aussi très bien parce que ça fait un wind down un peu smooth. Donc éviter de regarder même sur l'écran. Si tu dois absolument regarder un peu la télé, essaie de le faire avec un rétroprojecteur parce que c'est pas le même type de lumière, donc c'est moins agressif pour les yeux. Et après, j'ai un programme de méditation que je peux mettre aussi, méditation guidée, qui s'appelle Balance, une appli, après je crois que c'est en anglais, mais qui te... Mais il y en a plein Ouais, il y en et a on va plein. en mettre en plus sur la plateforme. Ah bah super, Voilà. je les essaierai. Et après, je pense qu'il y a la respiration qui aide aussi. J'aime bien me faire le 4-4-4 ou le 4-7-8, où tu prends 4 respirations, tu bloques 4, tu redescends 4 et tu bloques, donc un peu un carré de respiration. Ou le 4-7-8, tu inspires 4, tu bloques 7 et tu expires 8. Ça m'aide beaucoup aussi pour calmer le système Mais le nerveux. chiffre, c'est le temps. Ouais, les secondes. Ouais, les secondes. Voilà. Exactement. Et après, moi, je fais partie de ces gens qui font aussi souvent des insomnies parce que j'ai trop de choses dans la tête. Si tu as trop de choses dans la tête et que tu n'arrives pas à dormir, tu te lèves, tu sors du lit, t'écris, tu fais autre chose, tu vas lire, tu changes de pièce jusqu'à ce que tu aies le sommeil qui revienne.
Parce que Oui, c'est rester à très tourner en important. rond dans ta tête, dans ton lit, c'est vraiment le pire truc. Oui, en plus, ça a été montré que ton cerveau associe le lit à un endroit où tu dors pas. Ouais, Voilà, exactement. et Donc donc tu développes voilà, un trouble. Ouais. les deux règles, c'est de ne pas regarder l'heure, parce que sinon ton cerveau s'habitue à se réveiller à cette heure-ci, Mm. donc, et de changer de pièce, de faire autre chose, et quand on ne dort pas, il ne faut pas dormir, quoi. Il ne faut pas se forcer à dormir. Et tu peux peut-être dire un mot là-dessus. Il y a eu une période justement quand j'avais des taux de cortisol très élevés, je me réveillais entre 3 et 5 heures du matin. Et donc je suis allée étudier un petit peu, mais tu l'expliqueras mieux que moi, cette partie-là, sur pourquoi tu te réveilles à certaines périodes de la nuit. Ah, c'est juste que tes sécrétions sont plus bonnes, etc. Souvent, on rumine les pensées à ce moment-là. Mhm. C'est pas un réveil où on est juste fatigué, on a plein de pensées dans la tête, etc. Et donc, en fait, c'est que tu t'es couché déjà stressé, en fait. Et donc, tu n'arrives pas à avoir les phases de sommeil profondes où tu récupères. Et donc, très vite, le moindre stimulus, ça te réveille, etc. Euh, en général, moi, je dis à mes patientes, si vous vous êtes réveillé dans la nuit et que vous pensez à quelque chose, c'est que c'est de l'anxiété. C'est Mhm. vraiment des choses qui n'ont pas été réglées fondamentalement. Et donc, en fait, votre cerveau essaie de gagner du temps pour régler ça. Et donc, comme il y a l'anxiété, c'est associé à une augmentation de cortisol. Le cortisol est très élevé le matin à ces moments-là. Et quelque chose sur lequel on est anxieux te réveille dans la nuit ou t'empêche de dormir. Souvent, on s'endort parce qu'on est épuisé Mm. de la journée et puis on n'arrive pas à maintenir le sommeil parce que le cerveau est en état d'alerte en fait. Il se met pas en reset. Est-ce que tu peux parler un peu des projets que tu fais aujourd'hui parce que tu travailles plus dans le même genre de structure et du coup, on va parler après de l'équilibre entre ta vie pro et perso. Alors les projets, j'aide ma maman qui a développé il y a une vingtaine d'années une méthode qui s'appelle le savoir relier, qui est une méthode de développement personnel, mais plus sur l'aspect leadership, qui permet d'apprendre à mieux se connaître pour rentrer dans des liens de confiance avec des individus et ensuite pour créer de la résilience et de l'innovation avec l'intelligence collective. Cette méthode, elle l'a développée quand elle était à HEC, elle l'a délivrée au MIT, à NYU, à Stanford. Et elle a monté donc ce programme qui a accompagné 180 000 personnes aujourd'hui dans le monde. Et à l'issue de ça, il y a quelques années, on voulait on se rendait compte de l'impact que cette méthode avait dans la vie personnelle des gens aussi, dans leur capacité à créer cette écoute, cette empathie aussi dans leur vie personnelle. Et donc on a décidé de créer un jeu, qui est un jeu de plateau qui s'appelle Dialogue, et qui permet de se reconnecter à ses émotions, de partager des histoires vraies, de créer de la confiance, d'apaiser les tensions. C'est quelque chose qui qui peut se jouer en famille pour recréer de l'échange et de la discussion. Ça se joue à l'école, très très bien chez les adolescents notamment, parce que ça leur apprend à verbaliser leurs émotions, à s'écouter, à rentrer en empathie de manière ludique et pas forcée. Donc ça a un impact sur le harcèlement scolaire, sur les violences relationnelles au sens large. Et aujourd'hui, on est en protocole de test dans tout un tas de domaines différents, avec des psychomotriciennes chez des enfants atteints d'autistes, dans des CHU en pédopsychiatrie, dans des écoles, que ce soit des écoles primaires, collèges, lycées, BTS. Et donc on a cette association qui s'appelle Dialogue, qui a pour vocation à utiliser des outils comme le jeu Dialogue, mais aussi d'autres outils, pour apaiser les relations dans la société. Et ça, n'importe qui je peux le commander, jouer en famille. Tout à fait. Voilà, on mettra le lien dans la description. Et du coup, comment maintenant, donc tu n'es plus dans cette sphère tech, etc. Ou enfin, tu es différemment. Est-ce que tu as changé la façon de travailler? Est-ce que tu cherches plus les mêmes choses? Et j'ai complètement changé, non pas la manière de travailler au quotidien, parce que je pense que j'ai encore ces réflexes de vouloir tout cadrer et surtout, je pense que l'avantage d'avoir eu cette carrière-là, d'avoir fait une prépa, une école de commerce et puis derrière les jobs que j'ai, c'est que je peux cadrer assez bien les projets. Mais le fait de travailler sur des choses qui à moi m'apporte un sens, parce que ce que je faisais avant, ça avait du sens. C'est juste que il y avait cette tension intérieure de dire j'ai pas l'impression de changer le monde dans les actions que je fais aujourd'hui. Là, j'ai plus un apaisement dans le fait de me dire le matin, je me lève et j'ai l'impression de contribuer à ce pourquoi je suis là. Et donc, tu vas mieux dans ta vie perso, du coup? Ouais, je vais Voilà, beaucoup mieux. dans la vie perso. Est-ce que, par rapport à tout ce qui est SOPK et biohacking et le burn-out, est-ce que tu as des mythes que tu aimerais démystifier? Des choses que tu penses que les gens pensent et que tu aimerais
dire c'est pas vrai ou, voilà, ou des choses que tu as crues et qui finalement étaient complètement faux. Bah, le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le SOPK, on n'y peut rien. C'est quelque chose qui est là, on ne sait pas trop pourquoi. Ça touche 20% des femmes et on ne peut rien y faire. Je pense que ça, c'est le premier gros mythe qu'on m'a donné. Et où en fait, si, évidemment, notre mode de vie, notre action et les années d'action qu'on a, que ce soit, comme tu disais, dans le stress, l'alimentation, le sport, notre capacité à bouger notre corps et à considérer notre corps comme autre chose qu'une plastique, ça, c'est le plus gros mythe. On est aujourd'hui maître de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience. Et non pas qu'on réponde à une énième injonction paradoxale de « Ah bah en plus, il faut que je sois en super bonne santé et que j'ai une super longue vie et que je tombe pas malade, parce que si j'ai un cancer, maintenant, c'est de ma faute. » Sans rentrer dans une énième injonction paradoxale, je pense qu'il faut se remettre au centre de son parcours et se dire « Je vais essayer chaque jour de changer de rapport et de manière dont je vois les choses que je fais pour qu'il y ait quelque chose qui me mette en meilleure santé. Si je me réveille le matin et que j'ai mal partout alors que j'ai 35 ans, c'est quelque chose qui ne va pas et je peux agir dessus, non pas en changeant du tout au tout, mais en mettant en place des choses au fur et à mesure qui font sens et en s'écoutant. Donc ça, c'est le premier. D'autres, j'aimerais parler d'un truc qu'on n'a pas parlé. Tu as parlé un peu de dépression. Ouais. Est-ce que tu as été traité pour une dépression ou tu n'as pas eu besoin de traitement? C'est une vraie question. Est-ce qu'un médecin t'a très vite poussé à prendre des anxiolytiques et un antidépresseur parce que ça, j'ai plein de femmes que je récupère qui se retrouvent à avoir eu un épisode pas bien, souvent après un burn-out ou une séparation, et tu retrouves 10-15 ans après, ça fait 15 ans qu'elles sont sous antidépresseurs, alors Ouais. qu'en fait, si elles s'occupent un peu d'elles, elles en sortent en quelques semaines. Alors, j'avais un peu cette hantise des antidépresseurs, parce que je l'ai vu chez des personnes autour de moi et j'ai pas vu des bons effets. Je pense qu'il y a des traitements et qu'il y a des choses qui peuvent tout à fait correspondre. Mon ressenti encore une fois, c'est que on traite les symptômes et pas forcément la cause avec des antidépresseurs. Et l'expérience que j'ai eue en psychiatrie, j'ai vu 2 psychiatres. Le premier m'a dit qu'il fallait que je prenne la pilule pour réguler mes émotions et que j'avais peut-être pris la mauvaise décision de quitter mon conjoint à l'âge de 34 ans. Et il a voulu me mettre sous Antarax. Euh, donc j'ai appelé mon médecin traitant, je lui ai raconté la scène, il m'a dit que c'était absolument scandaleux et il m'a emmené voir un de ses confrères et amis qui lui m'a proposé de prendre de l'escitalopram. Au début je ne l'ai pas fait euh, et au bout d'un mois j'allais pas mieux donc je suis allée le revoir, je lui ai avoué que je l'avais pas fait et donc là j'ai pris un traitement. Sauf qu'en parallèle j'ai commencé une thérapie sous psilocybine qui avait à vocation à faire une prise de psilocybine et que ce n'était pas compatible. Tu en parleras mieux que moi peut-être de la Hmm. psilocybine si tu veux ouvrir ce sujet-là. Oui, c'est un peu un composant d'un champignon qui a pour effet de favoriser des connexions neurologiques et qui maintenant est... alors c'est le champignon hallucinogène qui est considéré comme une drogue évidemment en France, mais qui a des indications thérapeutiques très précises, notamment les fins de vie en cancéro, etc. Et puis maintenant il y a beaucoup d'essais sur des troubles comme la dyslexie, des troubles du comportement, etc. Et ça a l'air dans les essais cliniques qui sont faits et encadrés, ça a l'air de marcher. Je veux juste préciser que quand il y a des essais faits pour que ça soit la psilocybine ou le MDMA pour la dépression ou maintenant les combinaisons avec même de l'essai, c'est fait de façon très encadrée. C'est pas des copains à la maison. C'est fait par des équipes avec Absolument. des psychothérapies, etc., etc. Donc le cadre thérapeutique n'est pas du tout le cadre récréationnel dans lequel ces Absolument. drogues sont utilisées. D'ailleurs, ceux qui l'utilisent en récréationnel vont globalement pas mieux. Certainement. Mm. En tout cas, moi, c'était vraiment un cadre thérapeutique. C'était une psychologue qui avait cet outil-là et qui m'avait été recommandée par plusieurs personnes que je respectais beaucoup dans ma carrière. Et donc, du coup, j'ai décidé de suivre cette thérapie-là en me disant que c'était une prise une fois versus potentiellement 6 mois, 1 an d'antidépresseurs. Et ça a été
ça a été très efficace dans mon cas. Donc ça a permis de répondre à des questions, ça a permis de lever un petit peu le sentiment de solitude et de déconnexion totale avec moi-même, mon corps et avec mon entourage. Et à partir de ça, derrière, je suis repartie sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, sain, qui a mis du temps. Hein. J'ai mis entre le début, je dirais, du slash burn-out et la fin de la dépression, il y a eu un peu plus d'un an. Donc je trouve que c'est très long pour quelqu'un qui a toujours eu un peu son cerveau comme son super-héros. Enfin, moi, dans toute ma vie, mon cerveau, c'était mon outil. C'est un peu comme un sportif de haut niveau qui a son corps, c'est son outil. Moi, le fait que j'étais HPI, très intelligente, que je réussissais tout d'un point de vue intellectuel, ça a fait que ma dépression, elle a été d'autant plus difficile à vivre que j'arrivais plus à fonctionner, j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à prendre des décisions. Je pouvais rester une demi-heure devant le parking d'un supermarché à pas savoir s'il fallait que j'aille faire mes courses ou pas. Donc c'est des choses qui sont assez dures à vivre et ça a pris du temps à se reconstruire. Mais là, j'ai le sentiment que le fait d'avoir justement pris le temps et d'avoir de m'être mis au centre de ce parcours-là de remise en forme, avec la remise en question qui va avec, me permet aujourd'hui d'avoir quelque chose et une assise beaucoup plus stable et solide. Et j'ai l'impression aussi, encore une fois, qu'on t'a un peu lancé ça à la figure. C'est un COPK, c'est une dépression, c'est un burn-out. Les médecins lancent ces mots-là, mais ils oublient souvent que les patients ou les patientes, hein, hommes et femmes, se retrouvent tout seuls dans une rue, euh, après 12 minutes de conversation, à devoir dire « Ah bah maintenant, je suis ça ». Est-ce que tu as eu ce sentiment-là à ces moments-là? Ah oui, oui. Bah, quand j'ai appelé mon médecin en sortant de mon rendez-vous avec le premier psychiatre qui m'a dit prends la pilule et re-questionne ta décision d'avoir quitté ton mec, tu te dis mais c'est ça j'ai eu de la chance à ce moment-là d'avoir le réflexe d'appeler mon médecin traitant, qui lui soit quelqu'un de suffisamment De proche pour me humain, répondre au hein. téléphone et me dire mais n'écoute surtout pas les conneries qu'on vient de te dire. Mais il y a des personnes qui se retrouvent à être traumatisées par ce genre de paroles. Ouais, Aujourd'hui, en France, on a un tel respect pour le corps médical qu'il y a un impact très très fort des mots. Ouais. Il y a un phénomène qui est maintenant connu qui s'appelle, en fait, tu neuromodules les gens. C'est-à-dire que si tu viens me voir et que tu me dis j'ai mal pendant mes règles, parce que beaucoup de femmes vivent des douleurs pendant Ouais, les règles, et que je te dis c'est normal, ton cerveau enregistre que c'est normal en fait. Donc en exactement. fait, tu changes les connexions neuronales des gens, tu leur enlèves des signaux d'alerte. Et donc, quand ton médecin te dit repose-toi la question de te mettre avec ton partenaire, tu changes le cerveau des gens parce qu'en fait, tu vas leur forcer à envisager des scénarios qu'ils n'avaient pas envisagés. Donc, en Complètement. fait, ça va plus loin que juste un conseil ou etc. etc. Du coup, est-ce que avec tout ce parcours et à 35 ans aujourd'hui, tu vas mieux déjà? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Est-ce que par exemple aujourd'hui, la fertilité qui commence à être un sujet pour toi? Est-ce que tu penses à des choses comme la congélation de vos sites, etc. Ou est-ce que c'est déjà fait? Ou est-ce que finalement tu te dis advienne ce que pourra? Et ben j'étais plutôt contre à l'époque en me disant j'ai pas envie de rentrer dans un cursus extrêmement complexe en France. Mes amis, donc, qui sont tous dans la tranche d'âge, m'avaient expliqué leur parcours et j'avais trouvé ça tellement difficile que je m'étais dit que c'était pas pour moi. Cette nouvelle gynéco dont je te parlais tout à l'heure m'a convaincue en me disant mais en fait c'est une prise, toi, il y aura pas besoin, comme tu as Hmm. beaucoup de follicules, tu auras certainement besoin que d'une seule ponction, donc ce sera moins lourd. Et puis je vais te trouver via son réseau quelqu'un qui va pouvoir me prendre en pas trop de temps. Donc m'a convaincue de me lancer dedans et je suis effectivement tombée sur quelqu'un assez rapidement. Donc là, normalement, j'ai une ponction au mois de mai. J'attends toujours des nouvelles. C'est très opaque la manière dont ça fonctionne. Et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont abandonné ou qui sont parties le faire en Espagne parce que c'était trop compliqué en France. Euh, je le fais pour me dire que j'ai pas envie de regretter, en fait. Euh, Hmm. je suis persuadée que j'en aurais pas besoin. Mais je me dis, si jamais, comme ça, je regretterai pas. C'est ça mon point de vue. Alors, il y a deux choses. Quand j'ai des patientes de ton âge qui veulent le faire, je leur recommande de le faire, bien sûr. La complexité en France est due au fait que euh,
on l'a permis de façon sociétale, hein. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Bien sûr. Est-ce que finalement, le fait que tu n'aies pas eu de partenaire et de mec, c'est quelque chose et que tu n'as pas fait d'enfant, est-ce que quelque chose que la société doit prendre en charge ou pas, surtout dans la crise de natalité qu'il y a. Et donc en France, finalement, une des façons de réguler le flux qui aurait pu être un coût massif pour la société a été de dire est-ce que certains centres experts peuvent le faire. Donc les délais sont très longs. Et donc, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste les délais sont très longs. Si tu appelles aujourd'hui un centre, on va te dire c'est dans 6 mois, 1 an, etc. Et il se passe deux choses. Une partie des femmes qui se posent la question, c'est parce qu'elles ont un désir d'enfant. Pas forcément un désir d'enfant lointain, mais elles ont un désir d'enfant où elles n'ont pas de partenaire. Et en 2 ans d'attente, tu trouves le partenaire. Donc, il y a une partie des femmes qui sortent du parcours parce qu'elles vont avoir un enfant naturellement, etc. Et puis, une autre partie, comme malheureusement, doit partir à l'étranger, etc. Parce que c'est beaucoup plus simple de le faire dans d'autres pays. Et donc, ça, c'est la première raison de la complexité du parcours. La deuxième chose que malheureusement on ne dit pas, c'est que c'est pas du tout une garantie. Même avec 15 ou 20 ovocytes congés de bonne qualité à 30 ans ou 35 ans, il n'y a pas de certitude d'avoir un enfant, d'une première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'on ne dit pas aux femmes, c'est que les ovaires s'arrêtent assez naturellement de travailler entre 45 et 50 ans. À 45, le risque de grossesse ou les chances de grossesse spontanée sont quasi zéro. L'utérus fonctionne jusqu'à la mort du moment qu'il reçoit les hormones. C'est vraiment Et je pense qu'on ne prévient pas les femmes que oui, la grossesse marche, mais l'impact sur le corps n'est pas le même. Le corps d'une femme de 45 ans, il n'est pas pareil que le corps d'une femme de 35 ou de 25. Et donc... à ceci près qu'on peut influer sur sa santé et avoir un corps à 45 ans en meilleure santé qu'une femme de 35 ans. Alors, c'est beaucoup le cas aujourd'hui. Il y a une génération... c'est aussi décrit par les sociologues et les psychologues. Maintenant, je pense que l'espérance de vie a augmenté de 20 ans. Donc, on vit plutôt 100 ans que 80 ans aujourd'hui. Et puis, ça se rapproche en plus parce que les progrès de la médecine sont un peu exponentiels. Et une femme de 60 ans se sent entre 35 et 40. Je parlais à une amie de 60 ans hier et je lui dis à quel âge tu te sens? Elle m'a dit 40, 45. Donc, c'est dans la tête, mais parce qu'elle est en forme. Parce qu'elle est physiquement en forme et elle est plus en forme que quand elle avait 30 ans. Parce qu'elle a pris conscience, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que l'impact de la grossesse sera moindre à cet âge-là. Et c'est ça le tips que je trouve que j'aime beaucoup donner autour de moi, c'est tu te couches le soir et tous les matins tu as l'occasion de recommencer et de faire quelque chose de nouveau. Et donc il n'y a pas de ce côté de s'abattre sur son sort et de se dire non mais de toute façon là c'est bon, moi, je l'ai pas fait, ça marchera pas. Il ne tient qu'à toi de te prendre en main et de te réveiller et de changer tout du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu donnerais pour finir un peu? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une femme aujourd'hui pour, en gros, savoir où elle en est et qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? C'est quoi on va dire, le Change Your Life 101? Changer de vie pour les débutants. Oh là là, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme outil ou entendre une autre femme te dire quand tu avais 30 ans que tu étais un peu dans le feu, etc., quand tout a commencé à aller un peu down parce que c'était le... Qu'est-ce que tu aurais aimé tu vois, qu'est-ce que tu penses que la version de toi à 30 ans t'aurait fait dire « Ah, mais en fait, ça va pas. Fais le diagnostic et mettre des choses en place. » J'aime bien je vais te prendre le tien de tips. C'est quand tu fais la liste des choses qui sont les plus importantes pour toi, à quel moment tu te mets toi dans la liste? Le corps et la santé mentale séparément. Parce qu'on confond les deux. Absolument. Le corps et la santé mentale. Combien de fois dans la semaine tu fais des choses qui te font du bien? Et est-ce que tu sais ce qui te fait du bien? Moi, j'avais même un point où je ne savais pas ce qui me faisait du bien et ce qui me rendait heureuse. J'étais heureuse quand je faisais des choses pour les autres. Donc, peut-être c'est des signaux et des signaux faibles de prise de conscience que tu as besoin de un peu plus t'écouter. Et après, moi, d'aller voir quelqu'un, de voir une psy, je trouve que c'est le meilleur moyen aujourd'hui pour n'importe qui d'avoir un point de vue extérieur, de quelqu'un dont c'est le métier, qui va t'aider à prendre conscience de certaines choses. Il y a toujours des choses à travailler dans sa vie. Je ne suis pas sûre qu'il faille tout le temps être en thérapie, mais en tout cas, à n'importe quel moment, n'importe qui que je connais qui ne voit pas de psy, je lui dirais
fais 2-3 séances juste pour voir si tu as tous les sujets qui sont dépliés. Aujourd'hui, en plus, il y a même des dispositifs qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc, c'est même plus un sujet de dépenser de l'argent. Et une séance de psy, c'est entre 60 et 80 euros. Donc, C'est un investissement qui vaut le coup. c'est un investissement qui vaut le coup. T'investis sur toi. Et aujourd'hui, on le fait, on investit dans des restos, sur des trucs qui vont, comme tu disais tout à l'heure, hein, pas forcément nous nourrir correctement. Faisons-le pour nous. Et ça nous donnera déjà des clés de lecture que ensuite tu peux aller creuser avec du contenu, que ce soit du contenu en anglais, ou j'espère bientôt qu'il y aura plus de contenu en français disponible pour les Françaises. Euh, mais voilà, et voice out, quoi. Il faut parler, il faut dire les choses, il faut communiquer. Je pense que quand on ouvre ces sujets-là, même dans un groupe d'amis, on va tout de suite trouver de l'écho. Même si les gens n'en parlent pas, au moment où il y en a une qui va commencer à prendre la parole, les autres vont dire: ah bah tiens, c'est marrant, moi aussi je lève le doigt, j'ai tel truc. Donc faut pas avoir peur de communiquer et de s'ouvrir sur ces sujets-là. On vit tous les mêmes choses, on a tous les mêmes ressentis. Il y a forcément un effet d'époque, d'environnement, de société. Et il faut en prendre conscience, et plus vite on en parle, mieux ce sera, je pense. Et dire à son médecin, parler à son médecin. Il faut oser dire à son médecin: docteur, je vais pas bien. On le voit, hein, moi je regarde mes patientes, les épaules voûtées, etc., qui vous disent tout va bien, et puis on leur dit non, vous n'allez pas bien, et les larmes coulent, et elles disent oui, je vais pas bien. Et je pense que oui, le médecin n'entend pas toujours. Et souvent, c'est ce qu'un peu tu as décrit, malheureusement. Ils n'écoutent pas, ou ils peuvent raconter des choses, mais on peut changer de médecin. Et il faut... Mais en tout cas, aussi, ça permet d'éduquer les médecins à être un peu plus humains. Ils ont de moins en moins besoin de savoir de choses parce que tout est fait par intelligence artificielle aujourd'hui. Et t'as pas une reco, toi, sur ce sujet-là, de dire, même mon médecin traitant, aujourd'hui, je vais le voir que quand j'ai un problème, quand je suis malade, quand j'ai besoin d'un arrêt, quand j'ai besoin d'un certificat médical. Il n'y a pas vraiment d'accompagnement, de suivi, où on se dit, bah attends, on fait un check-up, une fois tous les 6 mois, on se voit, on prend le temps. Alors, Ça n'existe pas, ça, en France, aujourd'hui. les femmes ont la chance d'avoir un suivi gynéco qui était avant tous les ans, maintenant qui est passé à tous les 2 ans pour une raison que je comprends pas très bien, mais enfin si, de coûts, etc. Mais je pense que quand tu vois ton gynéco, c'est quelqu'un qui, que ce soit homme ou femme, hein, c'est quelqu'un qui voit. Alors, je sais que c'est 15 minutes une consulte, ou 12 minutes, ou 13 minutes, parce que maintenant, la masse des patients, etc., ou une sage-femme, hein. Moi, je dis à mes patientes à l'entrée: on va prendre 5 minutes pour votre forme physique, et 5 minutes. La médecine, c'est 5 minutes. Renouveler une pilule, c'est 5 minutes. Faire un frottis, une écho, c'est 5 minutes. Par contre, dire à quelqu'un: votre poids, ça va pas, etc., etc., bah, c'est difficile parce que tu sors de ta zone de confort en tant que gynécologue. De dire à quelqu'un: est-ce que votre libido, est-ce que ça va dans votre couple, est-ce qu'avec vos ados ça va, c'est pas t'as pas été formé, hein, on n'a pas de cours là-dessus en fac de médecine. Mais prendre ce temps-là, ça permet toi de t'éduquer. Donc moi, je m'éduque parce que les patients vont me dire ça va pas, et moi j'apprends à leur donner une astuce, et puis tu apprends d'autres. Celle qui te dit tout va bien, avec mon mari, ça fait 40 ans qu'on est mariés, on a une vie sexuelle incroyable, et si tu dis comment vous faites, elle va vous donner les astuces que tu peux donner aux autres. Donc c'est un peu l'intelligence collective, ça rend le métier plus intéressant. Donc il faut que les patients osent casser le... Quand ça va pas, il faut le dire. Docteur, je dors pas bien, docteur, j'ai plus de libido, docteur... je me sens, j'aime pas mon corps. En fait, c'est pas difficile de le dire. Même si ce médecin-là n'a pas les clés, il pourra toujours trouver quelqu'un. Et en tout cas, ça vous entraîne à dire les choses. En fait, on a du mal à dire les choses. Et quelque part, ce que tu as dit, je pense qu'on peut voir un psychothérapeute, etc. Mais c'est aussi très stigmatisé d'appeler, prendre rendez-vous avec un psychothérapeute. Alors, il y a des plateformes digitales maintenant qui le font très bien. Mais quelquefois, c'est plus sympa d'aller voir son médecin traitant en disant juste: je me sens pas bien, je suis un peu à bout, etc. Et je viens pas chercher un arrêt, je viens pas chercher un médicament, je veux juste savoir quoi faire. Et puis, on en a parlé beaucoup finalement. Le biohacking, c'est juste vivre comme on aurait dû vivre, indépendant d'une société de consommation, etc. C'est revenir à ça. Ouais. Oui, c'est revenir. On est obligé de hacker le sommeil parce que maintenant, on a les écrans, le machin, etc. Alors qu'avant, quand il faisait lumière du soir, il n'y avait pas de lumière externe. On se couchait avec le rythme, on va dire, naturel. Et donc, nos corps, qui ne sont pas adaptés encore, peut-être dans 3, 4, 5 générations, ça sera le cas, bah, ils subissent un peu cet impact environnemental. Julie, c'était vraiment super. Tu as été pleine de vulnérabilité. Moi, j'ai appris plein de trucs. Est-ce que tu veux ajouter un mot de conclusion? Non, juste merci beaucoup. Et je pense qu'il y a un travail à faire d'éducation, à la fois du corps médical, autant que les personnes aujourd'hui dans le grand public. Et c'est un sujet très intéressant. J'aurais bien aimé t'avoir eu comme gynéco.
Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus qui seront dans cette démarche-là à l'avenir. Merci beaucoup.